Le film commence avec deux hommes noirs au look moderne, vêtus de sous-vêtements élégants, qui sont vendus lors d'une vente aux enchères. Ils sont enchaînés par le cou et il semble que l'endroit soit un marché d'esclaves. Ensuite, le film revient en arrière dans un flashback où tout a commencé. Il tourne autour de deux demi-frères éloignés, Régis et Joël Gross, originaires des Antilles, qui mènent des vies complètement différentes. Joël est un homme noir monoracial fraîchement sorti de prison après avoir purgé une peine pour avoir volé le sac à main d'une vieille femme. Actuellement, il vit avec sa mère et sa fille de 9 ans, sans emploi chronique, blâmant le racisme pour tous ses malheurs, surtout son chômage. Cependant, il n'a jamais sérieusement cherché de travail. En revanche, Régis est métis, marié à une femme blanche avec qui il a une fille de 9 ans. Il vit dans une ville aisée et est bien intégré dans la société de classe supérieure. Régis travaille à la mairie locale comme assistant du maire. Un jour, son oncle l'appelle pour lui annoncer que son père est mourant et que c'est le dernier souhait du vieil homme de rencontrer tous ses enfants. Cependant, Régis ne tient aucun compte de son père absent, n'ayant pas été là quand Régis était enfant. Il finit par dîner avec sa famille, mais sa femme excentrique menace de coucher avec d'autres hommes s'il ne rend pas visite à son père une dernière fois. Sans choix, il accepte à contre-séure. Le lendemain, Régis prend un vol pour sa ville natale où réside son père. À l'aéroport, il rencontre Joël, venu lui aussi voir leur père. Les frères, sans contact depuis plus d'une décennie, mettent leurs différences de côté et prennent un taxi ensemble. Pendant le trajet vers la maison de leur père, Régis raconte à Joël tout de sa vie réussie tandis que ce dernier ment pour cacher ses échecs par embarras. Arrivés chez leur père, ils sont présentés à leur tante et à plusieurs demi-sœurs. Il s'avère que leur père a voyagé à travers le monde et a eu des relations avec d'innombrables femmes, ce qui explique pourquoi Joël et Régis ont des couleurs de peau différentes. Les yeux du vieil homme s'illuminent en voyant ses deux seuls fils devant lui. Avant de mourir, il dit à Régis et Joël qu'ils hériteront d'un grand trésor, ce qui excite les frères qui attendent avec impatience d'en savoir plus sur le trésor. Cependant, à leur grande déception, tout ce qu'ils reçoivent en héritage est le document d'émancipation de leurs ancêtres, remis à quelques esclaves par leurs propriétaires pour un travail ou un acte extraordinaire. Apparemment, les ancêtres de Régis et Joël ont obtenu la liberté bien avant l'abolition légale de l'esclavage aux Antilles. Cependant, indifférents à la valeur symbolique de ce morceau de papier, ils se moquent de l'héritage et déchirent le papier sous le regard désapprobateur de leur défunte sœur. Comme prévu, cela met en colère la vieille femme qui décide de leur donner une leçon. Elle leur jette un sort vaudou et les renvoie au XVIIe siècle, où l'esclavage est encore répandu. Dans la scène suivante, quand Régis et Joël se réveillent, ils se retrouvent en sous-vêtements de designer dans un champ ouvert. Alors qu'ils se demandent ce qui s'est passé, deux personnes noires terrifiées passent en courant. À ce moment-là, deux chasseurs d'esclaves arrivent et capturent les frères Gross. Ils sont ensuite emmenés à un marché aux esclaves et vendus à Monsieur Jordan, un propriétaire terrien. Jordan confie Joël aux fermes où il travaillera sous la garde d'Henri, un contremaître brutal et profondément raciste, tandis que Régis est envoyé aux cuisines de la résidence. Bientôt, les demi-frères découvrent qu'ils ont réellement voyagé dans le temps jusqu'en 1780, lorsque l'esclavage était encore pratiqué. Le lendemain, les esclaves sont contraints d'écouter un prêtre qui leur lit une fausse Bible sur la manière dont les personnes noires doivent obéir aux blancs. Mais comme les frères Gross sont les seuls, avec les blancs, à savoir lire, ils refusent d'accepter le contenu. Régis surprend même le prêtre en lui lisant une ligne du livre. Plus tard dans la journée, Joël arrive en retard au champ et se fait frapper par Henri. Fatigué des tortures et du comportement d'Henri, Joël s'enfuit pour échapper à la ferme, mais il se heurte à un poteau et se blesse gravement à la tête, perdant connaissance. En représailles, il est fouetté devant tout le monde cette nuit-là. Pendant ce temps, Régis est appelé au bureau de Jordan où son aptitude à lire est reconnue. Jordan le félicite d'être un esclave intelligent et lui accorde le privilège de commander les autres esclaves avec Henri. Pendant ce temps, Joël se fait soigner ses blessures par une esclave nommée Rosalie. Bien qu'ils se soient rencontrés il y a seulement 5 minutes, Joël commence déjà à éprouver des sentiments pour elle. À un moment opportun, il tente de l'embrasser, mais se fait rejeter. Rosalie révèle alors qu'elle est amoureuse d'un autre esclave nommé Isadore, ce qui déçoit profondément Joël. Le lendemain, Régis exécute son nouveau devoir et commence à donner des ordres aux autres esclaves. Joël est choqué de voir son frère agir comme les Blancs et le critique pour son égoïsme. Cependant, Régis se moque de ses reproches et continue à être loyal envers ses nouveaux maîtres. Et il rapporte son travail tout au long de la journée à Monsieur Jordan. Finalement, tout le monde dans la maison des Blancs découvre la capacité de Régis à lire et commence à se moquer de lui. Il plaisante également sur la possibilité qu'il sache jouer du piano. À la surprise générale, Régis joue du piano magnifiquement. Cependant, cela lui vaut d'être sévèrement fouetté par les Blancs. Finalement, excédé, Régis veut s'enfuir. Le lendemain matin,
les deux frères fuient la plantation en se cachant secrètement dans la calèche d'un juif nommé Isaac. Une fois arrivés chez lui, Isaac s'approche d'eux et leur révèle qu'il était au courant de leur présence depuis le début. Les frères le supplient de leur accorder sa clémence, mais à leur grande surprise, Isaac leur offre hospitalité et soins, car les Juifs sont eux aussi victimes de discrimination. Bientôt, les hommes de main de M. Jordan arrivent chez Isaac à la recherche des deux frères. Cependant, avant qu'ils ne puissent être capturés, Régis et Joël font leurs adieux à Isaac et s'enfuient par la porte arrière. Ils se dirigent vers le rivage, où ils trouvent un bateau abandonné et prennent la mer ironiquement. Ils croisent un navire utilisé pour transporter des esclaves vers des enchères et se font capturer et emprisonner. Finalement, les frères Gross finissent dans le même marché aux esclaves, où ils sont rachetés par les hommes de main de Jordan. Heureusement, sur le chemin du retour vers la plantation, les frères sont sauvés par une tribu africaine qui se fait appeler les Marrons. Ils découvrent alors que les membres de la tribu étaient autrefois des esclaves avant de s'enfuir de chez leur maître. Les frères sont accueillis parmi eux et commencent à chanter avec le chef de la tribu. Cependant, Régis, qui est lui-même marié à une femme blanche, refuse de chanter lorsque les Marrons parlent de tuer les Blancs. Cela met la tribu en colère, et les membres se retournent rapidement contre les frères. Heureusement, Régis et Joël parviennent à s'enfuir et à se mettre en sécurité. Le lendemain, ils se retrouvent dans un lieu inconnu, où ils aperçoivent leur tante, celle qui leur a jeté le sort. Les frères réalisent rapidement que c'est elle qui les a envoyés dans le passé. Ils la supplient d'annuler le sort et lui promettent de faire tout ce qu'elle demandera. Au début, la vieille femme refuse, mais devant leurs supplications répétées, elle leur donne un indice. Elle leur explique que la seule manière de revenir au présent est de retourner à la plantation et de réunir leurs ancêtres Isadore et Rosalie. Elle leur dit aussi de rectifier une erreur, sans donner plus de détails. Elle fait probablement référence au fait que Joël a tenté de séduire sa propre arrière-arrière-grand-mère. Puis, avant de disparaître, la vieille femme laisse derrière elle sa pipe spéciale et leur dit de la fumer une fois leur mission accomplie. Alors que les deux frères réfléchissent à un plan, Joël se rappelle soudain avoir vu Isadore en train d'avoir une relation intime avec un autre homme. Il se souvient aussi avoir enregistré la scène sur son téléphone et montre la vidéo à Régis. Mauvaise idée, Joël? Les deux frères deviennent alors convaincus qu'Isadore est homosexuel et pensent, à tort, que c'est cette erreur qu'ils doivent corriger. Dans la scène suivante, Joël et Régis retournent à la plantation. Ils tentent de négocier leur punition avec M. Jordan, mais en vain. À la place, ils sont marqués au fer rouge avec le sigle de la plantation. Ils retournent ensuite à leur hutte et commencent à planifier leur prochaine action. Pendant ce temps, dans le manoir, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de M. Jordan. Voyant cela comme une distraction parfaite, les frères organisent une fête secrète pour les esclaves. Ils volent discrètement un tonneau de rhum de la distillerie afin d'enivrer les esclaves et d'activer la romance entre Isadore et Rosalie. Cependant, leur plan prend une tournure inattendue lorsque Régis surprend Joël en train d'embrasser Rosalie, toujours sous le charme de celle-ci. Par la suite, les deux frères improvisent et aident physiquement Isadore et Rosalie à passer à l'acte pendant que ces derniers dorment. Une fois cela fait, ils sont convaincus que leur mission est accomplie. Croyant qu'ils peuvent rentrer chez eux quand ils le souhaitent, les frères décident de se venger des Blancs. Ils se dirigent alors vers le manoir, armés, et humilient tout le monde. Joël embrasse la fille de M. Jordan, tandis que Régis commence à endommager les meubles et va même jusqu'à gifler un homme blanc. Soudain, Henri fait irruption dans la pièce avec un fusil et menace les frères. Pourtant, Régis et Joël ne montrent aucun signe de peur et s'apprêtent à utiliser la pipe. Malheureusement, lorsqu'ils la fument, rien ne se passe. Il semble que la pipe magique donnée par la vieille femme ait été remplacée par une ordinaire. À la suite de leurs actes, ils sont enfermés dans une cage et condamnés à être exécutés le lendemain. Cette nuit-là, les frères deviennent émotifs et commencent à réfléchir à leur choix de vie. Régis parle de son mariage qui bat de l'aile, tandis que Joël avoue qu'il est fauché et sans emploi. Quelques heures plus tard, alors qu'ils continuent de se confier l'un à l'autre, Henri arrive et les emmène dans un champ où ils doivent être pendus. Cependant, juste avant l'exécution, le fils de M. Jordan, Victor, s'enfuit dans la forêt, incapable de supporter la scène. Rosalie part à sa poursuite et découvre bientôt qu'il est tombé dans la rivière voisine. Tous les membres de la famille paniquent et accourent sur les lieux. Profitant de la confusion, Isidore sauve les frères et assomme Henri au passage. Il leur ordonne ensuite de fuir pour sauver leur vie, ce qu'ils font immédiatement. Alors qu'ils s'échappent, ils tombent sur Victor, emporté par le courant. Sans hésitation, ils sautent dans la rivière tumultueuse. À la surprise de Régis, Joël ne sait pas nager, ce qui complique encore plus la situation. Malgré cela, il parvient à sauver son frère ainsi que Victor. Reconnaissant envers eux pour avoir sauvé son fils, M. Jordan leur accorde la liberté. Les demi-frères reçoivent également le même document d'émancipation que leur défunt père leur avait laissé. Cependant,
Au lieu d'accepter leur liberté et cette récompense, ils demandent à Monsieur Jordan d'affranchir Isidore et Rosalie et de leur remettre le document. Trouvant cette requête étrange, le monsieur accepte néanmoins. De cette manière, les frères réussissent à libérer Isidore et Rosalie, mais ils ne savent toujours pas où trouver la pipe magique qui leur permettra de retourner à leur époque. Les jours passent et ils commencent lentement à accepter qu'ils ne rentreront peut-être jamais chez eux. Un jour, Isidore et Rosalie leur font leurs adieux et quittent la plantation avec leurs papiers d'émancipation. Alors que les frères les regardent partir de loin, Henri s'approche et leur ordonne de retourner au travail. Il sort alors sa pipe et commence à fumer. Lorsqu'il tente d'humilier les frères en leur soufflant de la fumée au visage, ils disparaissent soudainement sous ses yeux ébahis. Cela révèle qu'Henri était celui qui leur avait volé la pipe. Dans la scène suivante, les frères reviennent à l'époque moderne et retrouvent leur tante à leur côté. Lorsqu'ils la voient tenir le document original dans sa main, Régis et Joël se sentent enfin soulagés. Plusieurs mois passent. Joël trouve un emploi stable sur un chantier de construction, bien qu'il se plaigne toujours de son salaire minimum, qu'il attribue à sa couleur de peau. Pendant ce temps, Régis reprend son travail à la mairie. Un jour, alors qu'il s'apprête à quitter son bureau, il salue le maire, qui lui lance une blague raciste. Ne se laissant plus faire, Régis décide de lui tenir tête avant de quitter les lieux. La scène finale montre Régis et sa femme, accompagnés de Joël et de leur mère, en train de discuter dans le salon de Régis. Les deux frères reconnaissent que leur aventure les a rapprochés en tant que famille. Mais un désaccord entre leurs filles respectives entraîne la déchirure du document d'émancipation. Le film se termine alors que les deux frères se précipitent vers leur fille, paniqués.